J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas fait une vidéo posée face cam. J'espère vraiment que je suis pas trop rouillée. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture. Et on est d'accord, il y avait un moment qu'il n'y en avait pas eu sur la chaîne. Entre mes divers gros craquages qui ont donné lieu à des book hauls et les derniers vlog lecture à cause, ou plutôt grâce au Black November, il faut reconnaître que des points lecture, il y avait un moment que je n'en avais pas posté, alors que bon, on est bien d'accord, c'est quand même censé être le cœur d'une chaîne booktube, donc il était temps que je m'y mette. Surtout que j'ai tout de même fait certaines lectures dont il était grand temps que je vous parle, parce que pour certaines, je crois qu'elles remontent au mois d'octobre. Bon, après, je vous rassure, je tourne cette vidéo mi-novembre, donc bon. On va dire que c'est encore à peu près frais dans ma mémoire. Je vous préviens, aujourd'hui, dans l'ensemble, on part sur des lectures plutôt moyennes, mitigées, mais je vous rassure, il y aura tout de même un très beau coup de cœur dans le lot, donc voilà. On va dire qu'il y aura une note super positive tout de même dans ce point lecture. J'espère que ça vous plaira. On est une fois de plus sur des genres et des thématiques extrêmement hétéroclites, donc j'espère comme ça qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde. Et bien sûr, hein, comme dans pratiquement tous les points lecture dernièrement, il y aura du King, parce que le King, depuis un certain temps, c'est un peu ma vie. Bref, trêve de blabla et commençons tout de suite. Le premier roman dont j'avais envie de vous parler est arrivé dans ma pile à lire il y a peu de temps de ça. Je pense que vraiment vous avez dû le voir dans l'un des tout derniers book hauls, mais voilà, j'avais vraiment trop envie de le lire parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup dans l'ensemble, pour qui j'avais eu un très beau coup de cœur pour le premier roman que j'avais pu lire d'elle. Et donc je me suis enfin lancée dans la lecture de Bientôt minuit de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. De Marie Pavlenko, donc comme je l'ai dit, j'avais eu un très beau coup de cœur pour Je suis ton soleil. J'avais également lu il y a peu de temps Un été avec Albert qui dans l'ensemble avait aussi été une bonne lecture, même si ça n'avait pas été le coup de cœur de Je suis ton soleil, mais ça n'en restait pas moins une bonne lecture. Et du coup un petit peu partie sur ma lancée, j'avais envie de découvrir celui-ci qui était arrivé dans ma pile à lire, surtout que c'est un roman pas extrêmement long, hein, on est sur moins de 300 pages, ouais, c'est ça, moins de 300 pages, donc tout ça a fait qu'il n'a pas traîné très longtemps dans ma pile à lire. Au niveau de l'histoire, je vous refais un petit pitch très rapide. On est là avec une histoire de petits vieux. Voilà, d'un côté, nous avons... j'ai oublié leur prénom. Emma, qui est une petite mamie qui vit seule dans son petit appartement, qui est veuve, je crois, depuis 6-7 ans. Et de l'autre côté, nous avons Lucien, qui a perdu sa femme il y a peu de temps de ça, et qui perd aussi un petit peu la boule. Et on va dire que, bon... à cause de tout ça, sa fille le pousse un peu à rentrer dans une maison de retraite parce que son père n'a plus vraiment tout le temps toute sa tête, et parce qu'on sent bien qu'elle n'a pas trop le temps ni peut-être aussi vraiment l'envie de prendre le temps de s'occuper de lui. Toujours est-il que notre bon Lucien va donc devoir entrer en maison de retraite, et Emma, on va dire, qui était vraiment son amour de jeunesse, bien qu'ils n'aient pas fait leur vie ensemble, va avoir vent de ça et va avoir envie d'aller récupérer son Lucien. Alors dit comme ça, on s'attend à une jolie histoire feel good d'amour entre deux petits vieux. Et finalement, je dirais que c'est plus une histoire qui va tourner autour des maisons de retraite, des conditions de vie dans les maisons de retraite. Et là, je vous parle pas des super maisons de retraite, mais plutôt du côté obscur de la force. Et j'ai envie de dire, aïe, ouais. Vraiment, c'est ma toute première déconvenue avec Marie Pavlenko. Alors, faut dire que jusque-là, j'avais lu d'elle des romans plutôt young adulte, bourrés d'humour, très bien écrits et plutôt, je dirais, lumineux dans l'ensemble. En tout cas, c'est les autres romans que j'avais pu lire d'elle, ça a toujours été des romans qui m'ont fait du bien. Or, avec ce livre-ci, je trouve qu'elle a vraiment pris un virage à 180 degrés. Alors tout d'abord, il faut savoir que, contrairement à ces autres romans, ici, on n'est pas du tout avec une histoire à destination des jeunes adultes ou même de la jeunesse. Et puis, mon Dieu, que ce livre m'a filé le bourdon. Dès le second chapitre, on est plongé dans l'ambiance. C'est un chapitre que j'ai trouvé d'une violence envers la vieillesse et les maisons de retraite, mais juste
dingue. Je vous le dis, hein, on n'a vraiment pas envie de vieillir en lisant ce roman-ci. Même pire que ça, je dirais qu'on a carrément envie de se foutre en l'air avant de devenir vieux. En tout cas, tout plutôt que de finir en maison de retraite. J'ai trouvé vraiment que ce roman était déprimant et angoissant comme j'en ai rarement lu. Hein. Alors si j'ose croire qu'il existe, en tout cas je l'espère, des maisons de retraite très bien, je me doute que malheureusement il en existe des beaucoup moins reluisantes comme il en est question dans cette histoire. Et comme je vous l'ai dit, hein, moi peut-être un petit peu bêtement, en lisant le résumé, je m'attendais vraiment à tomber sur une belle histoire d'amour entre deux personnes âgées. Alors oui, il y est un petit peu question de cette histoire d'amour entre deux personnes âgées, mais finalement, cette histoire passe vraiment, je trouve, au second, voire au troisième plan. Ce que j'apprécie d'habitude tout particulièrement chez Marie Pavlenko, c'est ce savant mélange entre modernité, poésie et humour qu'elle sait mettre dans sa plume. Or, dans ce roman-ci, c'est justement son style d'écriture qui m'a un petit peu perdu, dirons-nous. Dans ce roman-ci, elle est vraiment partie sur un style d'écriture très différent, avec des phrases à rallonge qui semblent vraiment manquer de ponctuation, une syntaxe que j'ai trouvée très décousue et un récit au temps présent qui se mêle aux souvenirs du passé sans réelle distinction. Alors oui, du coup, le style d'écriture est adapté au récit puisque il incarne très bien cette fin de vie qui semble filer entre les doigts, ces souvenirs qui semblent un petit peu se faire la malle et se mélanger les uns les autres. L'esprit un peu embrouillé, la mémoire qui fait défaut et le cerveau qui semble avoir du mal à se fixer sur une chose précise. Le problème étant que du point de vue du lecteur, ça rend la lecture plutôt désagréable. J'avais vraiment une lecture qui n'était pas fluide, je butais régulièrement sur certains passages que j'avais besoin de relire pour arriver à en comprendre le sens. En résumé, ma lecture n'était pas fluide du tout, ce qui fait que par moments ça en devenait vraiment désagréable et même un peu lassant. Et j'ai apprécié les flashbacks dans le passé des différentes personnes âgées que l'on va suivre, puisqu'on y fait part de souvenirs, alors des souvenirs qui sont souvent un petit peu tristes, mélancoliques, mais qui permettent en tout cas de mieux comprendre finalement les personnes qu'elles sont devenues au moment où on raconte cette histoire. Mais malgré tout, dans l'ensemble, j'aurais vraiment aimé que l'auteur aille encore plus creuser ces personnages parce que on est vraiment ici avec un récit qui repose complètement sur les différents protagonistes, sur leur vie, sur leur passé, sur qui ils sont. Et pour moi, ça manquait un petit peu de développement. J'aurais vraiment aimé un roman peut-être un petit peu plus long. Après, il faut savoir que vraiment, j'ai trouvé que ce roman était déprimant, mais déprimant parce que vraiment criant de vérité. Il dépeint la vieillesse sous un jour vraiment très sombre et j'aurais aimé que l'amour entre Lucien et Emma vienne peut-être un petit peu illuminer toute cette noirceur. Or, ça n'a pas été assez le cas à mon goût. En fait, j'avais vraiment envie de beaux sentiments, de sourires et de répliques cinglantes comme Marie Pavlenko sait si bien le faire et comme je l'ai vu faire à merveille dans ses autres romans. Et à la place, je me suis retrouvée avec une histoire vraiment déprimante pendant laquelle je priais vraiment très très fort pour ne jamais finir ma vie dans ce type d'endroit. Et puis malheureusement en plus de ça, j'avoue que la fin n'a pas su me convaincre. Une fin un petit peu fantasque et improbable, dont j'avoue j'ai eu un petit peu de mal à comprendre vraiment le sens. Alors il est indéniable hein, que l'on sent parfaitement que Marie Pavlenko sait manier les mots, c'est vraiment avoir un don spécial vraiment pour écrire, mais c'est tout simplement, je crois que je m'attendais pas à ça, c'est pas ce que j'avais envie de lire et clairement ce n'est pas dans ce registre-là que je préfère l'auteur. Je continuerai néanmoins à lire d'autres romans de Marie Pavlenko parce que je sais parfaitement ce dont elle est capable, je sais qu'elle peut aussi produire des romans qui m'embarquent et dans lesquels vraiment j'adore retrouver sa gouaille si particulière. Voilà, là pour le coup, pour moi c'était une déception, c'était un raté. Ça arrive, hein, un auteur ne peut pas être parfait, mais ça n'entache pas moins voilà, ma curiosité et mon envie de découvrir d'autres romans d'elle. Je suis en train de regarder parce que j'avais quand même mis une petite marque et on va dire que dans toute cette, comme je le disais, cette noirceur, parce qu'on est vraiment avec un récit assez sombre et déprimant,
J'avais quand même noté une phrase que je trouvais très belle, très douce et pleine de poésie et qui représente justement, je trouve, ce dont Marie Pavlenko est capable. Et j'avais envie de vous la lire. On est du coup avec Lucien qui a retrouvé son Emma et qui a envie de petits câlins, même si ces deux personnes sont des personnes âgées. Et donc on a cette phrase que je trouve très belle qui dit « Lucien la rejoint, se dépose sur le matelas à une place, comme des étudiants, des voleurs d'amour, la lenteur en plus. Mais pas grave, la lenteur, c'est toujours la vie. » Voilà, j'espère que ça permet un petit peu de rendre compte de ce dont cet auteur est capable avec des mots. Même si, je le redis, pour le coup, là pour moi, c'est une déception. C'est comme ça. Le roman suivant concerne un auteur extrêmement connu que j'ai pas mal lu par le passé, mais pour le coup, ça faisait un moment que je n'avais pas lu de roman de lui. Et voilà, j'avais envie d'un petit roman qui allait se lire rapidement, hyper addictif, etc. Du coup, je me suis dit, oui, pourquoi pas, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un roman de cet auteur-là. Et j'ai du coup sorti, à quelques secondes près, d'Harlan Coben aux éditions Pocket. Alors pour ce qui est du résumé, je vais vous faire un résumé un peu succinct, parce que je ne savais pas avant de débuter ma lecture, mais en fait, ce roman est un tome 2 d'une saga. Voilà, donc bon, on en reparle juste après. Mais pour le coup, j'aurais peut-être aimé savoir avant de débuter que c'était un tome 2. Toujours est-il que donc dans ce roman, on va suivre Mikey Bolitar, qui n'est ni autre que le neveu de Myron Bolitar, qui est un personnage récurrent dans une autre saga d'Harlan Coben. Du coup, le jeune Mikey qui a perdu ses parents, enfin, qui a perdu son père et puis disons que sa mère ne peut plus s'occuper de lui, va du coup aller habiter chez son oncle Myron. Et un jour, il est mis au courant que l'une de ses amies s'est fait tirer dessus chez elle. Alors, elle n'en est pas morte, hein, elle est juste à l'hôpital, mais disons qu'il va, par un truchement je dirais pas de hasard, mais de diverses petites choses, devoir enquêter sur le pourquoi du comment qui a agressé ainsi son amie et c'est un tome 2 et je ne peux pas vous en dire plus. Et s'il y a vraiment une chose qui m'a tout de suite frappée à la lecture de ce roman-ci, c'est que pour moi il est vraiment à part dans la bibliographie d'Harlan Coben parce que pour moi on est vraiment ici sur un thriller à destination des jeunes adultes. J'ai vraiment pas eu ce sentiment que ce livre était comme les autres d'Harlan Coben, c'est-à-dire du thriller, ma foi, assez classique, mais vraiment tourné vers un lectorat adulte. Or ici, pour moi, ça peut clairement être lu par des ados ou des jeunes adultes. Que ce soit dans l'intrigue, dans le style d'écriture ou même dans les personnages principaux, je trouve que vraiment tout est calibré pour répondre au genre thriller pour adolescents. Donc forcément, partant de là, on n'a pas de scènes sanglantes ni difficiles. Tous les personnages principaux sont une bande de lycéens. Comme je le disais, Harlan Coben a mis en place une sorte de crossover entre ces différentes sagas, puisque donc Mikey est le neveu de Myron, qui est vraiment un personnage récurrent assez connu dans la bibliographie d'Harlan Coben. Et comme je le disais lors de mon résumé, ce roman-ci est un tome 2. Et bon, bah pour le coup, l'auteur n'y peut rien, mais pour moi, le fait que ce soit un tome 2, ça a été quand même un petit point négatif parce que c'est une suite et ça se sent. Et au-delà du fait qu'on sente clairement qu'on est dans une suite, il faut savoir que ce roman spoil complètement le tome précédent. J'avoue, j'aurais peut-être aimé le savoir avant de commencer ma lecture. Au début de ma lecture, j'étais du coup un petit peu perdue, je ne comprenais pas tout et puis au fur et à mesure, l'auteur rappelle des éléments du tome précédent. Alors c'est bien parce que du coup on comprend mieux ce que l'on est en train de lire. Par contre, le revers de la médaille, c'est que ça spoil, comme je le disais, le premier tome. C'est donc une suite vraiment directe du tome 1 parce que de ce que j'ai pu comprendre, vraiment ce tome 2 se déroule 1 ou 2 jours après le tome 1, enfin quelques jours en tout cas après, donc voilà, même au niveau temporel, on est vraiment sur quelque chose qui suit de très près. Et puis vraiment, si vous voulez le lire, sachez qu'il faut prendre ce roman pour ce qu'il est, à savoir un thriller
pour ados divertissant. N'y cherchez pas du réalisme et de la profondeur, je vous le dis, il n'y en a pas. Au niveau de l'histoire, on se retrouve quand même avec une bande d'ados qui agit comme des membres de la CIA ou presque. Autrement dit, tout ce qu'ils font, ou quasiment, est totalement improbable. L'intrigue, quant à elle, ne casse pas trois pattes à un canard, mais je le répète, pour le public cible, qui est pour moi vraiment les adolescents et les jeunes adultes, ça doit carrément plaire. Parce que c'est rythmé, c'est fluide, ça se lit rapidement. En plus de ça, les personnages, même si je le disais ne sont pas hyper réalistes, sont néanmoins plutôt vraiment attachants. Parce que oui, vraiment pour moi, l'un des gros points positifs de ce roman, c'est l'attachement que l'on développe pour les différents personnages. À savoir aussi qu'il est souvent question dans ce roman de sport et plus particulièrement de basket, qui est vraiment un élément extrêmement important dans la vie de Mikey et également de Myron, son oncle. Donc voilà, si le basket c'est vraiment quelque chose qui vous révulse, ne vous lancez peut-être pas dans la lecture de ce roman. La fin, quant à elle, est sympa, un peu facile je dirais, mais pas totalement prévisible. Donc c'est déjà pas mal. Et puis il y a un élément dans cette fin qui appelle à une suite et qui franchement sur le coup m'a clairement donné envie de lire le tome suivant. Comme quoi, c'était pas si mal. Alors, non, clairement, ce n'est pas le roman du siècle. Non, cette histoire ne va pas me marquer très longtemps. Mais en attendant, sur le coup, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était divertissant et franchement, je ne dirais pas non pour retrouver ces différents personnages et en apprendre aussi par la même occasion un petit peu plus sur la famille de Mikey. C'est donc, je pense, un petit thriller léger mais sympa pour les adultes et je pense que c'est vraiment un roman qui pour le coup pourrait vraiment plaire aux adolescents et aux jeunes adultes qui souhaiteraient peut-être tenter le roman à suspense mais qui ne sauraient pas forcément dans quoi se lancer. Je pense que cette saga peut tout à fait être appropriée. En fait, c'est un petit roman sympa, sans prétention, qu'il faut vraiment prendre pour ce qu'il est. Pas une lecture marquante, mais loin d'être désagréable. Comme je le disais, finalement, mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir su qu'il s'agissait d'un tome 2. Donc à l'occasion, si je peux trouver le tome 1, je le lirai tout de même si je me suis fait spoiler pas mal de choses. Mais je vais essayer voilà, d'attendre pas mal pour potentiellement peut-être oublier certains éléments. Et je pense que du coup, je lirai peut-être le tome 3 avant de revenir au tome 1. Mais voilà, je vous le dis, c'est pas la lecture du siècle, mais ça peut potentiellement plaire à vos ados qui souhaiteraient s'essayer au roman à suspense. Et puis en tant qu'adulte, voilà, c'est une petite lecture facile, divertissante, qui passe toujours bien entre deux pavasses ou deux lectures un petit peu plus denses, dirons-nous. Bon, pour ce qui est du roman suivant, on va être dans une ambiance tout à fait différente et dans un style et un nombre de pages aussi tout à fait différents, puisque pour le coup c'est une bonne grosse pavasse. J'ai donc enfin lu et terminé Salem de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Ouais, là on est sur de la bonne bricasse. Alors, de quoi est-il question dans Salem? Bon bah pareil, je vais vous faire un résumé un peu succinct, mais disons que dans cette histoire on va suivre surtout, à la base en tout cas, le personnage de Ben Mears, qui est un écrivain qui est un petit peu en recherche d'inspiration et qui, justement, pour trouver l'inspiration de son nouveau roman, va revenir vivre à Jerusalem Slot, un village du Maine où il a grandi, où d'ailleurs, lorsqu'il était enfant, il a vécu un épisode un peu traumatisant, même beaucoup traumatisant, dans une vieille baraque qui faisait un peu flipper tous les gamins du village, et pas que les gamins d'ailleurs. Toujours est-il que donc il va revenir sur ce lieu de son enfance dans l'espoir de retrouver l'inspiration, et il va trouver bien plus que ça. Voilà. Oui, bah une fois de plus on est sur un résumé qui ma foi est très succinct, mais bon, je pense que vous le savez maintenant, ce n'est plus un secret. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre de ce roman, non, nous ne sommes pas avec une histoire de sorcière, mais bien une histoire de vampire. Donc ça vous donne une petite idée de ce dont il va être question par la suite. Alors, je sais que ce roman est important dans la bibliographie de Stephen King, que c'est
l'un des premiers qu'il ait écrit, en tout cas l'un des premiers vraiment importants en termes de contenu et en termes de nombre de pages qu'il ait écrit. Donc j'avais vraiment à cœur de le découvrir. En plus, comme je l'ai dit, autant que possible, j'essaye de lire les romans du King dans leur ordre de parution. Donc voilà, étant donné que j'avais déjà lu Carrie, Shining, je crois que c'est les deux premiers, le suivant, donc c'était celui-ci. Donc malgré le fait que ce soit une pavasse, je me suis dit allez, tu prends ton courage à deux mains et tu y vas. Et s'il y a des choses qui m'ont beaucoup plu dans ce roman, il y a aussi d'autres choses qui m'ont pour le coup beaucoup moins plu, ce qui fait que dans l'ensemble, je ressors de cette lecture un petit peu mitigée. Comme je le disais, personnellement, avant de débuter ma lecture, je savais pertinemment, contrairement à ce que laisse entendre le titre, qu'il n'était pas ici question d'une histoire de sorcière, mais bien d'une histoire de vampire. Parce que, voilà, lorsqu'il était sorti, étant donné le résumé et le titre, clairement, c'était pas quelque chose qui était dit, et donc je comprends qu'il y ait eu à l'époque des gens qui étaient un petit peu déroutés parce qu'ils s'attendaient à une histoire de sorcière. Toujours est-il que voilà, moi je savais dans quoi je m'embarquais, donc de ce côté-là, pas du tout de déception. Par contre, ce qui a été un petit peu déroutant, c'est que finalement, cette histoire de vampire arrive assez tardivement quand même dans le roman. Ce livre, pour moi, c'est véritablement un roman d'ambiance, beaucoup plus qu'un roman où l'histoire finalement est importante. Parce qu'il est clair que niveau ambiance, le King ici a parfaitement réussi son coup. Dès le début, on sent que quelque chose cloche à Jerusalem Slot. On est tout de suite plongé dans une ambiance assez pesante, étouffante de petites villes qui, on le sait dès les premiers chapitres, de toute façon courent à sa perte, et en même temps on se dit que de toute façon, vu l'ambiance actuelle, ça n'a rien de vraiment étonnant. Comme ce sera aussi le cas plus tard dans d'autres de ses romans, l'auteur ici a une fois de plus vraiment fait de cette ville pour moi un personnage à part entière. Tout au long du roman, on sent vraiment cette présence de Jerusalem Slot et son emprise maléfique sur ses différents habitants. En plus, on est vraiment avec une ville qui est surmontée dans les hauteurs de cette maison un petit peu manoir effrayante. Une maison maudite qui domine tout et qui rappelle à chacun et à tout moment qu'ils doivent vivre dans la peur. J'ai trouvé aussi intéressant cette mise en abîme dans l'histoire de l'écrivain qui va écrire sur une maison maudite, même si c'est un procédé que Stephen King va réutiliser à la suite dans d'autres de ses romans. Avec ce livre, il est très clair que Stephen King a souhaité revisiter le roman de la maison hantée de Shirley Jackson et également le Dracula de Bram Stoker. D'ailleurs, le vampire de cette histoire a un nom très proche puisqu'il s'appelle Straker. Bon, Stoker, Straker, on sent quand même le petit clin d'œil qui n'est pas si petit que ça. Mais perso, je dirais qu'on est plus finalement dans un hommage qu'une revisite, parce que j'ai trouvé qu'on restait tout de même très proche de la version assez classique du vampire comme on l'entend et comme on l'imagine. Je m'attendais vraiment à ce que Stephen King livre sa version du vampire. Or là, on est tout de même avec un vampire qui est finalement très proche de ce que l'on a l'habitude de rencontrer, puisqu'on a vraiment des vampires qui ne vivent que la nuit, qui ont peur de tous les symboles chrétiens. Vous voyez vraiment tout ce qui est déjà dans l'imaginaire collectif du vampire assez classique. Je suis désolée pour ces variations de luminosité, mais ouais, en ce moment c'est tout ou rien. Soit il fait nuit à midi, soit on a un soleil de dingue, et j'ai beau baisser le store depuis tout à l'heure, il faut croire que pour le coup le soleil veut à tout prix entrer dans mon salon et ça crée des ombres pas très esthétiques. Bon, après je me fais pas d'illusions, je sais que la plupart d'entre vous ne regardent pas les vidéos et les écoutent, donc bon, partant de ce principe là, je me dis que ça va peut-être pas trop vous déranger. On retrouve également dans ce roman les prémices de certaines thématiques qui vont être par la suite assez récurrentes dans les œuvres du King, telles que la peur, qui d'ailleurs bien souvent prend racine dans l'enfance, ce qui est abordé ici, la disparition d'enfants, l'écrivain, comme je le disais, en mal d'inspiration,
et voilà, d'autres thématiques comme ça que l'on va régulièrement retrouver dans ses romans suivants. On sait que Stephen King aborde souvent ces grandes thématiques un petit peu du monstre et du coup de la peur qui en découle, la peur de ce monstre, et il livre ici une interprétation non seulement du monstre du quotidien, celui, vous savez, l'humain qui s'est finalement un peu perdu en route, et aussi, comme je le disais, le monstre plus fantastique, un petit peu des contes. On retrouve aussi dans ce roman, comme je le disais, des disparitions d'enfants, ce qu'on retrouvera par la suite dans Le Ça. On a aussi ici le personnage, un personnage qui s'appelle Matthew Burke, qui est assez important, qui est un prof de littérature et que personnellement j'ai interprété comme une représentation de Stephen King lui-même, comme si l'auteur avait voulu se mettre en scène dans son propre roman, un petit peu comme une sorte de caméo. Mais bien sûr, le personnage de Ben, l'écrivain, peut aussi, j'ai trouvé, être vu comme une sorte de projection du King lui-même, et également le personnage du petit Mark, qui est le troisième finalement personnage principal de cette histoire. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une surinterprétation de ma part, mais c'est vrai que personnellement j'ai vraiment eu ce sentiment que finalement ce trio principal de ces trois personnages qui vont aller combattre les vampires, et bien finalement j'ai eu cette impression qu'il s'agissait d'une représentation de Stephen King à différents âges. Donc voilà, si vous avez lu Salem, dites-moi si ça vous a fait le même effet ou si c'est juste mon cerveau qui est parti beaucoup trop loin. En résumé, vous l'aurez compris, ce roman, c'est vraiment la version de Stephen King du mythe du vampire. Et c'est clairement, pour le moment en tout cas, le roman de King avec la plus grosse part de fantastique que j'ai pu lire. Comme je le disais, l'ambiance se fait petit à petit étrange, puis angoissante, puis suffocante, puis terrifiante, et du coup en lisant ce roman, j'ai mieux compris pourquoi Stephen King a rapidement été catalogué comme écrivain de l'horreur, parce que pour moi il est clair que ce roman-ci a pour vocation de vous filer les chocottes. Et j'avoue que par moments, il y a certains passages qui m'ont un petit peu fait dresser le poil. J'avoue que j'aurais peut-être pas lu ce roman toute seule le soir dans une cave un petit peu flippante. Ouais, non, ça aurait pas forcément été les meilleures conditions pour lire ce roman. Ou alors justement, ça aurait pu être de très très bonnes conditions si vous avez vraiment envie de vous filer les pétoches. Alors il faut savoir qu'avec Salem, on est dans ce type de roman du King où dès le départ on a la présentation d'un grand nombre de personnages. Je pense que l'auteur a fait ça pour donner une vue un peu globale des habitants de cette ville. Alors oui, c'est intéressant pour donner du corps à cette population, mais en même temps, clairement, l'auteur nous présente des personnages qui n'auront aucun intérêt pour la suite de l'histoire, et par conséquent, il y en a tellement que j'avoue que par moments, on a l'impression de s'y perdre quand même un peu. Je pense qu'un peu moins de personnages aurait été appréciable pour le lecteur, et puis le petit bémol pour ma part, c'est que un peu bizarrement, je ne me suis pas vraiment attachée aux différents protagonistes. Attention, hein, j'ai aimé suivre les aventures, ou plutôt les déconvenues de Ben, Matt et Mark, mais je ne me suis pas profondément attachée à eux, comme pourtant c'est souvent le cas avec les personnages de Stephen King, en tout cas ce qui me l'a souvent fait dans ses autres romans. Mais là, non, je sais pas. Mon petit cœur ne s'est pas affolé pour ces différents protagonistes. Et puis, personnellement, j'ai trouvé le personnage du père Callahan, qui est un prêtre qui vit dans cette ville, un peu sous-exploité. Et j'ai trouvé aussi qu'il arrivait assez tard dans le roman, surtout dans un roman comme celui-ci, où finalement la religion est aussi présente. Et autre point négatif qui est assez régulièrement reproché à Stephen King, c'est qu'effectivement j'ai trouvé quelques longueurs dans ce roman. Surtout qu'on est avec une histoire qui en fin de compte se déroule sur un laps de temps assez court, hein. Je ne sais plus combien de temps c'est, mais je dirais grosso modo qu'on est sur une semaine ou deux.
Or, on est quand même avec un récit assez long et assez dense comparativement justement à la temporalité finalement de cette histoire. Dans le fond, c'est un roman que j'ai trouvé assez manichéen. Alors, on pourrait expliquer ça en partie par comme je le disais, par la présence assez importante de la religion dans cette histoire, mais je pense aussi que tout simplement l'auteur a voulu livrer quelque part sa version du combat du bien contre le mal. Petit détail assez drôle, page 640, j'ai quand même relu 2 fois un passage pour être sûr que j'avais bien lu, lorsque l'auteur fait la mention d'un personnage qui s'appelle Jon Snow, alors que bon, je le rappelle quand même, Salem a été écrit et publié bien avant Game of Thrones, mais c'est vrai que sur le coup, cette ligne m'a un petit peu fait bugger. La dernière partie du roman, dans sa forme, est clairement un énorme clin d'œil au Dracula de Bram Stoker, et j'ai trouvé que la fin en soi était assez intéressante, mais pas complètement satisfaisante. Il m'a manqué un petit quelque chose. J'aurais du mal à mettre le bout de doigt dessus, mais ouais. Il m'a manqué quelque chose dans cette fin. Et puis, alors, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas du tout compris pour le coup, c'est qu'après le roman Salem, à la fin de ce livre, on a toute une partie où on nous livre des passages qui ont été tronqués, qui ont été enlevés de la première version de ce roman-ci. En gros, c'est comme si l'éditeur nous expliquait le travail de remaniement et de réécriture qu'il avait fait avec l'auteur avant de publier la version finale, et j'avoue que je n'ai pas compris l'intérêt de mettre ça dans ce bouquin, ni ressenti de plaisir de lecture à cette partie-là. Vraiment, je m'en fichais complètement, c'était assez décousu, on avait du mal à remettre ça du coup dans le contexte et dans la chronologie de l'histoire passée. Ouais, vraiment, j'ai pas du tout compris l'intérêt à toute cette partie qui se trouve à la fin du bouquin. Et puis après ce patchwork de passages supprimés de la version finale, on a une nouvelle que j'ai trouvée intéressante, qui était assez immersive et qui permettait de prolonger un petit peu l'expérience dans cet univers de vampires, et qui en même temps permettait aussi d'expliquer un petit peu la jeunesse de Jerusalem Slot. Je l'ai donc trouvée intéressante et plutôt agréable à lire, puisqu'elle est écrite sous forme d'échange épistolaire, et en plus de ça, elle reste bien dans cette ambiance angoissante, voire franchement terrifiante, qui monte crescendo durant le roman. Bon, bah là, dans la nouvelle, c'est exactement pareil. D'ailleurs, il faut savoir que cette nouvelle est la toute première qui est présente dans le recueil de nouvelles Danse macabre, que je suis actuellement en train de lire. Donc voilà, pour le coup, ils se sont pas trop embêtés, ils ont pris la nouvelle qui est à la fin de Salem et ils ont dit allez, on va faire l'ouverture de Danse macabre avec ça, ce qui fait que grosso modo les 80 premières pages de Danse macabre, bah, si vous avez déjà lu Salem, vous pouvez les squeezer. En résumé, c'est donc un roman du King important que je suis heureuse d'avoir lu, même si il ne sera clairement pas dans mes romans préférés de l'auteur. Je sais qu'à la base, je ne suis pas particulièrement sensible à tout ce qui est fantastique. Je l'ai déjà dit, moi je préfère vraiment le King dans son côté réaliste et plus humaniste. Mais voilà, le fantastique, il n'y a rien à faire, ça fait complètement partie de son univers et je l'accepte, et j'ai même envie de dire que bon, s'il y en a bien un qui est censé me faire en tout cas apprécier la lecture du fantastique, ça peut clairement être le King. Donc voilà, au-delà de peut-être cette part de fantastique qui était pour le coup très présente ici et qui aurait pu me gêner un peu, je pense que finalement ce qui m'a le plus gêné, ça a été, comme je le disais, certaines longueurs et le fait que je n'arrive pas à m'attacher profondément à nos différents personnages, en tout cas à ceux qui sont censés incarner cette part de bien. Alors que pourtant d'habitude le King est assez fort pour créer vraiment un lien très fort entre le lecteur et ses persos, et là je sais pas, la sauce n'a pas complètement pris avec moi. Néanmoins, comme je le disais, je reconnais la réussite totale de ce roman en termes d'ambiance. Pour moi là vraiment, voilà, si vous voulez une ambiance, comme je le disais, qui fout les pétoches, un truc qui vous fout mal, un truc angoissant où vous sentez qu'au fur et à mesure
on va pas vers le bien, ouais, là pour le coup, c'est bien réussi. Je continue donc petit à petit ma découverte de la bibliographie du King, et ce que j'aime autant, au-delà du fait que son écriture me plaise toujours autant, c'est que finalement son univers est tellement riche que d'une histoire à l'autre, on va avoir des genres et surtout des histoires vraiment foncièrement différentes. Alors oui, le revers de la médaille à ça, c'est que par conséquent, parfois, il peut arriver que certaines histoires nous plaisent moins, voire que ce soit carrément des déceptions. Mais le côté positif, c'est que aussi chaque roman est par conséquent une vraie surprise et une vraie découverte. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, plus je lis du King et plus j'ai envie d'en lire, de continuer à le découvrir, de continuer à acquérir des connaissances sur son univers, et c'est donc ce que je continue à faire petit à petit et toujours avec beaucoup de plaisir. Et ça, c'est quand même le plus important. Et comme vous l'aurez vu, hein, j'ai mis pas mal de petits signets. Hein. Il y avait pas mal de choses pour moi à noter. C'est drôle, des références du coup à d'autres romans, mais qui viendront par la suite. Donc là, on ne peut pas vraiment dire qu'il a sciemment fait un clin d'œil, mais je pense que ça démontre que peut-être dans sa tête, il y avait déjà des choses qui se mettaient en place. Et puis, j'ai envie de revenir sur cette histoire du fait que le trio principal, pour moi, vraiment incarne le King à différents âges. Et il y a une phrase vers la fin du roman qui est venue un petit peu valider, j'ai envie de dire, ma théorie. Et j'avais envie de vous la partager là aussi. C'est une phrase qui dit « Tous les écrivains font des apparitions dans leurs livres, Suzanne. » Et voilà, ça fait 3 généralisations sur les écrivains. Et voilà, je sais pas, cette histoire d'apparition et tout, vraiment, je serais curieuse d'avoir votre retour par rapport à cette théorie, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a un peu frappée durant ma lecture. Donc voilà, j'avais envie de savoir si c'était moi qui commençais à débloquer total et à partir trop loin dans les théories du King ou pas. Donc ouais, vraiment, si vous l'avez lu, je serais très curieuse d'avoir votre avis sur la question. Oh, la gestion de la luminosité sur cette vidéo, c'est juste pas possible. Et je terminerai ce point lecture avec un roman, pour le coup, beaucoup plus court, mais vous l'aurez donc compris, qui a pour autant été un énorme coup de cœur. J'ai du mal à dire que c'est un coup de cœur parce que c'est un roman extrêmement difficile, mais waouh, c'est vraiment une lecture qui m'a soufflé. Et donc, j'arrête mon suspense à 2 balles. Ce roman, il s'agit de Mon père de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Et comme je vous le disais, là, pour le coup, on est sur un roman très court qui fait moins de 200 pages. Mais là aussi, il y a pas mal de petits signets. Et en général, c'est plutôt bon signe. Même s'il y a des romans pour lesquels le nombre de signés signifie plutôt qu'il y avait pas mal de choses à reprocher, mais là non, on n'est pas du tout sur ce cas de figure. Alors ce roman a tourné sur pas mal de chaînes à l'époque où il était sorti en grand format. Je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà l'histoire. Et de toute façon, j'ai envie de dire, avec cette couverture et le titre, on se doute un peu de quoi il est question, mais je vais quand même vous faire un rapide résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire. D'ailleurs, si vous voulez vraiment des résumés plus détaillés, je le répète, mais vous retrouverez en barre d'infos tous les liens vers les résumés, également toutes les infos utiles pour me contacter. Bref, si vous voulez une information, c'est tout simplement en barre d'infos que ça se passe. Toujours est-il donc que dans Mon père, on va suivre un père de famille qui va un jour débarquer dans une église, qui va un petit peu tout péter là-dedans et qui va faire face au père avec un grand P, donc le prêtre de cette église, pour lui faire avouer ce qu'il a fait à son fils, pour le mettre un petit peu face à ses actes et aussi pour savoir vraiment ce qui s'est passé, parce que finalement pour ce père, le fait d'être dans le flou et du coup de s'imaginer des choses est encore pire, en tout cas c'est ce qu'il se dit, que de savoir vraiment toute la vérité, parce que voilà, quand on ne sait pas, le cerveau a peut-être tendance des fois à imaginer vraiment le pire du pire. Et du coup voilà, on est vraiment avec ce père qui est à la fois dans
dans une envie de vengeance et aussi dans un désir de vérité. Et je ne pourrais mieux résumer ce roman en disant qu'il est aussi beau qu'il est dur. Je tiens vraiment à le préciser, attention aux lecteurs sensibles parce qu'on est vraiment avec une histoire qui vous retourne le cœur et les boyaux. Et c'est très bizarre à dire parce que j'ai adoré ce livre et en même temps j'ai profondément détesté le malaise profond et la peine qu'il m'a par moments fait ressentir. Ce roman, c'est vraiment le combat d'un père face à un père avec un grand P. C'est un cri de désespoir, de vengeance, de haine et de peine. C'est un acte irraisonné d'un père pour son fils pour tenter de faire taire sa culpabilité de n'avoir rien vu. Si vous suivez un minimum ce qui se passe dans le monde et même en France, vous devez savoir que malheureusement ce roman est plus que jamais d'actualité. J'ai vraiment eu le sentiment que c'est un livre qui aurait pu être écrit il y a 20 ans et j'ai tristement le sentiment que c'est un livre qui dans 20 ans sera toujours aussi criant de vérité et toujours aussi réaliste. Bien sûr, ce roman est une énorme critique du catholicisme, plus particulièrement d'ailleurs de la prêtrise, de la hiérarchie dans la religion catholique, de la façon dont elle a protégé et qu'elle continue d'ailleurs de protéger ses prêtres pédophiles et aussi une critique du système judiciaire français ou en tout cas de la réponse actuelle en termes de, oui vraiment de réponse judiciaire face à ce type de criminel. Un système judiciaire bien trop laxiste face à ce type d'affaires. Or, ce roman-ci tente vraiment de remettre les victimes au centre du débat, de leur donner la place qui leur revient et aussi de permettre de porter leur voix parce qu'on le sait, beaucoup de victimes n'arrivent pas eux-mêmes à faire entendre finalement leur voix. J'ai trouvé que ce roman avant tout parlait de silence, que ce soit le silence des victimes, le silence ecclésiastique ou même parfois le silence carrément des familles. La plume de Grégoire Delacour est une fois de plus parfaite. Je l'ai trouvée à la fois poétique et dure quand il fallait, ciselée, tranchante, équilibrée et extrêmement réaliste. Oui, ce roman est hyper réaliste et c'est ce qui en fait à la fois sa force et sa monstruosité. Je trouve que l'auteur a été juste, que ce soit dans ses propos, dans la création de ses personnages, dans leurs réactions. Heureusement, je n'ai pas connu cette situation et je ne connais d'ailleurs personne dans mon entourage qui l'ait vécu, mais durant ma lecture, j'avais vraiment ce sentiment que une véritable victime de ce genre d'acte horrible aurait, dans la réalité, réagirait et parlerait comme l'a fait le petit Benjamin dans cette histoire. Et j'avais aussi le sentiment qu'un parent d'une victime ferait et dirait ce que fait le père et ce que dit le père dans cette histoire. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, tout sonnait juste et réaliste. Il faut savoir aussi qu'on a un roman écrit à la première personne du point de vue du père du petit Benjamin. Le tout sous une forme de confession et j'ai trouvé que le ton du roman et la forme étaient particulièrement adaptés à cette histoire parce que tout d'abord ça permet très facilement de se mettre dans la peau et surtout dans la tête de ce père complètement foudrage et de désespoir et qu'en plus de ça, ça collait parfaitement au ton et à l'univers forcément hyper religieux de ce roman. Alors oui, vous vous en doutez, hein, la religion est vraiment au cœur de cette histoire, elle est hyper présente et c'est bien normal. Elle est d'ailleurs présente que ce soit dans l'histoire au présent, mais également dans certains souvenirs du passé qui sont racontés. Et aussi parce que l'auteur a truffé cette histoire d'extraits de la Bible et également de l'Ancien Testament. Mais pas juste pour renforcer ce côté religieux, mais bien parce que cela avait une vraie utilité. Il y a une vraie métaphore qui est vraiment utile derrière tout ça. Donc voilà, je me doute que
peut-être certains lecteurs vont être complètement rebutés par tout ce côté religieux, mais vraiment personnellement j'ai trouvé que c'était très bien fait et que ça apportait quelque chose, que c'était utile. Voilà, c'était pas juste là pour mettre de la religion. J'ai du mal à m'exprimer, mais ouais, j'espère que vous avez compris le fond de ma pensée. Et puis là aussi où j'ai trouvé que l'auteur avait été intelligent, c'est qu'il a positionné notre narrateur non seulement en tant que père, mais aussi également en tant que fils, puisque lui-même nous raconte des souvenirs avec son père lorsqu'il était jeune. Et voilà, je trouve que là encore, ça apporte une autre dimension au roman et que c'était vraiment intéressant. Finalement, cette histoire, c'est avant tout une histoire de filiation et d'amour, mais aussi de regrets et de ratés. C'est un roman qui prend aux tripes et qui, franchement, par moments m'a vraiment donné la nausée. Ça a particulièrement été le cas d'ailleurs lorsque la parole est donnée au prêtre, lorsqu'il expose la façon dont lui a vécu les choses. C'était juste à gerber, même si c'est à mon avis un roman qui peut être poignant pour n'importe quel lecteur. Je suis persuadée que néanmoins on lit ce roman encore différemment et peut-être plus intensément encore lorsque l'on est parent. C'est vraiment une histoire qui met en rage et qui donne encore plus envie de protéger son enfant. C'est aussi, je dois le dire, un roman qui a renforcé certaines de mes convictions personnelles. Après, voilà, je pense que vous soyez parent ou non, que vous soyez catholique ou non, qui ne peut que vous toucher. Ou alors si ce n'est pas le cas, je le dis clairement, c'est que vous êtes un psychopathe. Malgré sa thématique plus que difficile, hein, vous l'aurez compris, j'ai trouvé que l'auteur avait vraiment eu l'intelligence pour autant de ne pas tomber dans le pathos ou dans la facilité, ce qui aurait été finalement très simple et qui aurait pu aussi être très tentant pour l'auteur, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Comme je l'ai dit, c'est une histoire qui sonne tristement juste et réaliste. C'est une histoire qui bouleverse, qui révolte, et cette fin, mon Dieu, cette fin, une fin affreuse, une fin qui débecte, mais une fois de plus, une fin tellement plausible et une fois de plus tellement réaliste. Je ne sais pas si ce roman aura un poids quelconque dans le combat contre ces criminels. Je ne sais pas s'il aidera potentiellement des victimes à libérer leurs paroles. Je ne sais pas s'il pourra aider un parent à venir en aide à son enfant, ou mieux encore à le protéger contre ce type de criminel. Mais c'est un roman que je ne peux que recommander si vous avez le cœur assez accroché, si vous êtes capable de lire sur cette thématique de la pédophilie, parce que c'est un roman d'une force incroyable. Heureusement qu'il est court, parce que je crois que plus ça aurait été trop, et malgré son nombre de pages assez réduit, ça n'empêche absolument pas l'auteur de faire passer son message, bien au contraire. Pour moi, c'est vraiment un roman hyper réussi. Comme je le disais, c'est difficile de dire que j'ai eu un coup de cœur parce que voilà, on est vraiment avec une thématique extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Mais je tiens à dire chapeau à l'auteur, parce que ça a dû être vraiment un roman que j'imagine très compliqué à écrire et qui a le mérite de mettre en lumière les victimes directes ou indirectes de ce genre d'actes ignobles, et rien que pour ça, je trouve que c'est un roman hyper important. Et pour terminer, après cette histoire, l'auteur propose à la fin un court, on va dire, conte qui est vraiment à destination des plus jeunes, et j'ai trouvé que ce conte était très bien fait, très bien écrit, vraiment adapté au public ciblé pour les prévenir de potentiels dangers. Et je pense que c'est une histoire que je lirai à mon fils quand il sera en âge, parce que je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et qu'elle permet vraiment d'ouvrir le dialogue parent-enfant sur des thématiques qui sont importantes. Donc voilà, pour moi c'est vraiment carton plein. Je vous dis, c'est un roman très court mais hyper poignant, très dur à lire, hein. Je tiens à le répéter, attention, trigger warning, on est vraiment avec des thématiques qui peuvent heurter certains lecteurs, j'en ai parfaitement conscience, mais voilà, si vous avez le cœur assez accroché et si
ça ne vous fait pas peur de vous confronter à ce genre de thématique, vous pouvez y aller parce que là on est vraiment sur du très très bon. C'est donc sur cette super lecture, sur ce très beau coup de cœur entre guillemets, que je vais clôturer ce point lecture. Vous l'aurez vu, hein, une fois de plus, des lectures assez diverses et variées, mais bon, une fois de plus, ça me représente finalement assez bien. En tout cas, j'espère que mes avis vous auront été utiles et vous auront peut-être donné envie d'en découvrir certains. Comme d'habitude, si vous voulez débriefer sur mes avis, me donner vos retours quant à la vidéo, quant au livre présenté, n'hésitez pas à faire tout ça en commentaire. Une fois de plus, hein, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Parfois, je prends un petit peu de temps, mais voilà, c'est normal, hein, emploi du temps extrêmement chargé. Je fais au mieux. Et bien sûr, vous le savez, si vous voulez aider la chaîne et si vous avez aimé le contenu que je propose, on met des petits pouces levés et on lâche un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. De mon côté, à l'heure actuelle, je n'ai absolument aucune idée de quelle sera la prochaine vidéo. Donc voilà, ce sera surprise pour vous comme pour moi. Je vais donc m'arrêter là. Je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère que de votre côté, vous faites de très belles lectures et j'espère vous retrouver bientôt sur cette chaîne parce que moi, je serai au rendez-vous. À très bientôt. Bye!